décision déclenchait la colère des étudiants. Il passe les barbelés, il va passer quelques heures à l'extérieur et il revient. Il est vivant aujourd'hui parce que son père lui a dit « Va-t'en, cours, tire-toi ». J'avais été absolument fascinée par la présence et l'intensité de ce metteur en scène que je ne connaissais pas du tout. C'est la plus belle époque de sa vie. Tourner à Hollywood, c'est la promesse que, voilà, que le monde lui appartient. Ça a ancré dans l'imaginaire du public cette idée que c'était quelqu'un de bizarre. Il aimait bien cette petite image, il en a joué et il adorait ça. Il se dit, c'est pas possible. Pourquoi on les aurait tués? Les copains l'ont isolé de la réalité parce que la réalité était insupportable. Il la prend en photo dans le jacuzzi et puis après elle l'emmène dans la chambre. Ils ont bu un peu de champagne. Et lui va l'embrasser. Elle après dit qu'elle lui a dit non. Il n'a pas voulu courir le risque de faire X années de prison sous l'effet de la folie d'un juge. Là aussi, la fiction est dépassée par la réalité. Jamais, peut-être, il n'avait envisagé qu'il allait vivre l'un des moments les plus intenses de sa vie sans avoir le droit d'y participer. Il va cependant falloir qu'il s'adapte une fois de plus à son histoire, à son passé. Mais alors, qui est ce il? Voici la réponse. Nous sommes à Paris, le 23 mars 2003. Il est 22 h et un couple arrive devant la porte de ce palace situé à quelques mètres des Champs-Élysées, avenue Montaigne. Il arrive à pied, ce qui est assez rare qu'un client arrive à pied. Mais lui, habitant avenue Montaigne, donc il n'a que quelques mètres à faire pour se retrouver dans le hall du Plaza Athénée. Ils arrivent, lui en smoking noir, qui n'est pas habituel. C'était la première fois que je le voyais en smoking comme ça. Et elle était en robe longue, une robe longue en soie, longue, grise. Je l'ai accompagné à l'appartement 209 et 10. C'est une magnifique suite présidentielle qui donne sur l'avenue Montaigne avec une très jolie vue sur la Tour Eiffel, qui est une grande suite avec surtout un grand écran. Je crois que c'est un petit peu l'objectif pour eux. Tout semble en ordre dans la suite, tout ou presque, car l'homme semble préoccupé par un dernier détail. Il était simplement soucieux de savoir s'il y avait les chaînes internationales sur la télévision. Il était ravi, il m'a dit « Patrick, c'est parfait, à tout à l'heure ». Et à 2h30 du matin, l'événement international que ce couple attend en tenue de soirée débute enfin. En direct depuis Los Angeles, la 75e cérémonie des Oscars est lancée, dans un climat particulier. En fait, tout le monde est assez stressé parce qu'on est en pleine guerre. Personne ne veut montrer qu'on fait la fête à Hollywood pendant que les jeunes Américains se battent. Et la cérémonie se déroule normalement. Jusqu'à cette catégorie, l'une des plus attendues de la soirée. Aucune surprise pour l'instant. Arrive le moment de l'Oscar du meilleur réalisateur. Et pour remettre l'Oscar cette année, c'est Harrison Ford qui a été choisi. And here are the nominees for the 75th Achievement in Directing. En compétition dans cette catégorie, 5 grands cinéastes, dont Martin Scorsese, Pedro Almodovar et Roman Polanski. Pour tout le monde, les jeux sont faits. L'outsider, c'est Roman Polanski, qui a fait un film magnifique, Le pianiste, qui a ému tout le monde, qui est un film très personnel. Et il n'était pas donné du tout gagnant pour avoir l'Oscar du meilleur metteur en scène. Il y a toujours la question de son problème avec les États-Unis. Alors on se dit, est-ce que ça va être un handicap pour lui? On s'attend tous à ce que Martin Scorsese reçoive ce prix. Il n'a jamais eu d'Oscar. C'était l'occasion pour lui de l'avoir. Parmi les nommés, seul Roman Polanski n'est pas dans la salle ce soir-là. Une absence qui n'est pas vraiment une surprise. On sait depuis sa nomination qu'il ne peut pas être là. Il est en fuite vis-à-vis de la justice américaine depuis 1978. S'il retourne aux États-Unis, il va directement quasiment en prison. En tout cas, il faut qu'il soit entendu par un juge. On ne sait pas où est Polanski ce soir-là. En fait, Roman Polanski est ici, dans une des suites de ce palace parisien.
Et c'est donc devant un poste de télévision, aux côtés de sa femme, Emmanuelle Seigné, qu'il assiste en direct à la cérémonie. Il a voulu la vivre le mieux possible dans la situation dont il se trouve. Il ne peut pas y aller. Il ne va pas rester chez lui normalement. C'est Roman, tout à fait Roman. Il est metteur en scène de sa vie jusqu'au bout, dans des circonstances les plus hallucinantes. And the Oscar goes to Roman Polanski for The Pianist. Quand on entend son nom comme gagnant, forcément on est surpris. Il y a un grand cri de joie, on entend une femme qui hurle. La caméra se porte sur les autres nommés, et notamment Martin Scorsese, qui applaudit tout de suite. On sent que sur son visage, c'est justifié, que le nom de Roman Polanski comme Oscar du meilleur réalisateur est justifié. Hollywood applaudit le cinéaste sous le regard de son équipe présente dans la salle. Tous ses concurrents ont applaudi et c'était magique, quoi. On s'est tous levés, moi j'étais surexcité sur mon siège. Et c'est donc à la télévision que Roman Polanski assiste à la remise du premier Oscar de sa carrière. À Paris, il est 6 h du matin et son téléphone n'arrête pas de sonner. Dès qu'il a l'Oscar, on l'appelle tous au téléphone et on le félicite. On se passait tous le même téléphone et on lui a dit bravo, c'est formidable. Mais là aussi fantastique, parce que très heureux, mais c'est pas le type qui va hurler de joie. Mais en même temps, il y avait le décalage horaire, enfin ça faisait bizarre. On était heureux qu'il soit éveillé. The Academy congratulates Roman Polanski and accepts this award on his behalf. C'est le seul metteur en scène de l'histoire du cinéma à s'être vu décerner un Oscar depuis une chambre d'hôtel. Ça n'existe pas. Ça a dû être terrible pour lui de recevoir un Oscar à Hollywood et de ne pas pouvoir y aller. C'était important pour lui de recevoir un Oscar pour ce film, qui est quand même un film très personnel, qui raconte sa vie, son enfance. Roman Polanski a un talent incroyable. Il a même celui très risqué d'avoir fait de sa vie un scénario de film. Mais dans celui-ci, il a écrit certaines scènes, d'autres lui ont été imposées. Alors que retrouve-t-on dans cette histoire? Forcément un parfum de scandale, mais également le destin d'un homme brillant, imprévisible, qui se retrouvera traqué et exilé à plusieurs reprises. Dernier exemple en date, cette prison dorée, ce chalet suisse situé à Gstaad. Pour bien comprendre comment Roman Polanski en est arrivé là, il va falloir remonter le temps et feuilleter une succession d'épisodes. Celui de l'assassinat de son épouse et de son fils, celui du soupçon, des souffrances, de l'amoureux ambigu. Et puis viendra le temps des accusations et de la fuite, mais aussi de son procès. Malgré tout cela, Roman Polanski a toujours voulu être vivant, trop diront certains, une soif de vivre qui trouve son origine certainement dans le fait qu'il est un rescapé, un survivant au début des années 40. Il n'est alors qu'un enfant qui vit au cœur de l'enfer. Nous sommes le 3 mars 1941, à Cracovie en Pologne. Roman Polanski a 7 ans. C'est ici qu'il vit avec ses parents et sa grande sœur, aux côtés des autres familles juives. Et les Polanski subissent déjà les premières lois antisémites. On les exproprie, on les force très vite à porter un brassard avec une étoile de David, et ils sont humiliés toute la journée par les nazis, donc ça devient l'enfer tout de suite dans la vie quotidienne. Ce jour-là, la sœur de Roman veut montrer quelque chose à son frère. Annette, sa sœur, l'emmène dans la rue et lui montre le mur en train d'être construit. Il voit qu'on met un mur, donc on les isole. Et là, c'est terrible, c'est terrifiant pour lui. Les nazis viennent de prendre une mesure radicale. Faire de ce quartier un ghetto. Ils vont cloîtrer tous les juifs dans ce qu'ils vont appeler un quartier réservé, ou qui devient un ghetto, là justement où habitait la famille de Polanski. Et Roman comprend très vite qu'il va bientôt se retrouver enfermé derrière ce mur. Sortir du ghetto est passible de peine de mort, est passible d'exécution. C'est vraiment l'expérience de l'enfermement, de la peur quand on ne peut pas sortir. 18 000 juifs sont alors regroupés dans le ghetto. Les conditions de vie se dégradent. Donc la maison de Polanski est devenue un endroit où on a entassé beaucoup de monde. Et donc la promiscuité est quelque chose d'énorme. Et les gens
sont à 5-6 par pièce. Une promiscuité que ne supporte pas Roman. Alors, pour échapper à l'enfermement, le jeune garçon a pris une habitude. Depuis quelques jours, il risque régulièrement sa vie en bravant un interdit. Il passe les barbelés. Il passe les barbelés, il va passer quelques heures à l'extérieur et il revient. Il y avait un côté un peu de jeu dans tout ça, passer sous le mur. C'est le grand paradoxe de tout ça, c'est qu'il y a cette innocence face à l'horreur. Et en 1942, les premières déportations du ghetto vers les camps de la mort commencent. On vient chercher les Juifs dans les maisons, on les arrête dans la rue. Il y a à peu près 2000 Juifs à Cracovie qui ne sont pas déportés, mais qui sont froidement abattus dans la rue. Le jeune Roman va alors assister, malgré lui, à ces exécutions sommaires. Il dit qu'à ce moment-là, il a pris l'habitude de serrer ses poings. Donc on imagine Polanski, ce petit garçon comme ça, la tête rentrée dans les épaules, qui serrait les poings, et qui les serrait si fort qu'il en avait les paumes calleuses. Une peur qui est légitime, car les premiers raflés sont les inutiles, entre guillemets, les personnes âgées et les enfants. La condition des enfants juifs à cette époque est celle d'enfants traqués, d'enfants qu'on veut détruire. Donc il y a cette volonté permanente de cacher son enfant. Il se cache dans les placards, dans les égouts, dans les greniers, et dès qu'il y a une rafle, il se cache. Le père de Polanski avait trouvé une planque à l'extérieur pour son fils. Et ce qui n'était qu'un jeu pour lui va devenir un moyen de survie. Il passe donc à nouveau le mur du ghetto et se réfugie dans une famille catholique. Une famille qui a accepté de cacher le jeune garçon parce qu'il possède un atout. Il ne ressemble pas à un juif. Et donc, il peut passer pour un enfant polonais. Roman va rester caché plusieurs jours de l'autre côté du mur, jusqu'à ce que ses parents lui manquent. Il va alors retourner dans le ghetto, où un drame vient d'avoir lieu. Le père de Polanski lui apprend que sa mère a été raflée. Et Polanski se tourne vers son père à ce moment-là et il lui dit « Arrête de pleurer, on nous regarde ». Il a compris que sa mère était partie, il pensait toujours qu'elle allait revenir. C'est ça qui l'a fait le plus souffrir. Au-delà des horreurs qu'il a pu voir, c'est cette séparation terrible avec sa mère. Pour oublier son quotidien, le petit Roman va se réfugier dans un autre monde. Un monde fait d'images et de lumière. Il découvre des vieilles bobines de films muets et puis commence à avoir un rapport comme ça au cinéma, au pire moment de l'histoire. C'est quelqu'un qui essaie de s'accrocher à quelque chose d'artistique puisqu'il a vendu sa collection de timbres pour avoir un projecteur. Ce rapport déjà très tôt au cinéma va l'aider à concentrer son énergie, son plaisir. Ça l'a aidé à surmonter des moments terribles de son enfance et en même temps à s'en enrichir. Il y a quelque chose qui le raccroche à la vie et en même temps la séparation de la famille est son plus grand chagrin. Mais la réalité de la guerre va bientôt le rattraper. Car une nouvelle menace plane sur le ghetto. On sait qu'il va se passer quelque chose. On voit le comportement de l'administration nazie, on entend parler de ce qui se passe et on sait qu'il va se passer quelque chose, on attend. Et l'attente prend fin le 13 mars 1943. Ce jour-là, aux premières heures du jour, les Allemands investissent le ghetto de Cracovie. Les Allemands vident le ghetto de tous les Juifs qui sont présents. Beaucoup sont exécutés sur place, par jeu. On prend des enfants, on les emmène dans des cours et on les abat sur place. Au milieu de la foule rassemblée, le père de Roman va avoir un dernier réflexe pour sauver son fils. Son père l'emmène dans un coin. Avec une pince, il coupe des fils de fer barbelés, il le fait passer par là, il lui dit « passe ». Et son père lui dit « fuis, cours, cours ». Il veut rejoindre son père. Et son père lui dit « non, non, sauve-toi, sauve-toi ».
Il est vivant aujourd'hui parce que son père lui a dit « Va-t'en, cours, tire-toi ». 10 ans. Il a 10 ans à l'époque. 10 ans, vous vous rendez compte ce que c'est pour un gamin de 10 ans que dire au revoir à son père sans savoir où il va aller, est-ce qu'il va revenir, que lui va se retrouver sur les routes, seul, livré à lui-même. Après, ce n'est qu'errance. Le jeune Polanski commence à devenir un fugitif. À tout moment, il peut être rattrapé et pire. Ils vont garder une angoisse, hein, vriller au fond de lui-même, toute sa vie, qu'il le veuille ou non, c'est-à-dire la peur de ce qui arrive à l'horizon. Ne jamais savoir si c'est bon ou pas bon, quoi. Là, en l'occurrence, à l'époque, c'était est-ce que ça va être une division allemande, hein, ou alors est-ce que ça va être des amis, quoi. Et Roman Polanski se retrouve donc seul sur les routes de Pologne. Il va survivre et il retrouvera son père, finalement rescapé des camps. En revanche, sa mère, elle, a disparu à Auschwitz avec l'enfant qu'elle attendait. De cet enfer, Roman Polanski garde en tête des images, mais aussi une passion, celle du cinéma. Et quelques années plus tard, il tourne alors son premier long métrage, un premier film qui va rencontrer un grand succès en Grande-Bretagne. C'est là-bas qu'il va maintenant écrire une nouvelle page de sa vie. Nous sommes en 1964. Roman Polanski a 31 ans. Il vient tout juste d'arriver à Londres à la demande de Gene Gutowski, un producteur qui a vu son premier film. J'étais si impressionné que j'ai tout de suite décidé de rencontrer Roman pour le convaincre de venir à Londres faire des films avec moi. Roman Polanski découvre alors la ville, centre d'une révolution inédite. Londres, c'est là où ça se passe, quoi. C'est vraiment là où ça se passe. C'est un chaudron où il se passe des choses absolument folles. C'était le début de la grande révolution musicale et sexuelle. Il y avait les Beatles, les Rolling Stones. Et c'est donc ici que le jeune réalisateur encore inconnu veut lui aussi tenter sa chance. Il devait apprendre l'anglais parce que son niveau était rudimentaire. Mais il était si rapide. Il n'arrêtait pas de me poser des questions. Comment disons telle chose? Donne-moi un mot pour ça. Quand il arrive à Londres, c'est la méga fête pour Roman Polanski parce qu'il aime faire la fête, il aime les jolies femmes. Il était très sociable. Il s'est fait des amis très vite. Il impressionnait tout le monde avec son immense vitalité et son énergie. Depuis quelque temps, Roman travaille sur un nouveau scénario. Un projet qui n'est pourtant pas à la hauteur des espérances du jeune cinéaste. Il pensait que ce n'était pas bon. Je lui ai dit « Roman, c'est parfait. Ne touche à rien. Ce sera très bien pour ton premier film. » Roman Polanski s'apprête bientôt à tourner. Mais avant cela, il lui reste à trouver l'actrice principale. Et c'est un film français qui va l'inspirer. Catherine Deneuve, elle commence à être très connue. Elle a fait les parapluies de Cherbourg à l'époque, donc ça commence à être quelqu'un, quoi. Catherine Deneuve, c'est donc le rêve ambitieux du réalisateur, un rêve qu'il reste à concrétiser. Nous sommes allés à Paris pour parler à Catherine et à son agent. Et ce premier rendez-vous va être déterminant. J'avais été absolument fascinée par la présence et l'intensité de ce metteur en scène que je ne connaissais pas du tout. Donc ma première rencontre était vraiment un espèce de choc comme ça visuel avec sa personnalité, sa présence, sa voix, son intensité. Catherine Deneuve est conquise, mais son entourage en revanche se montre plus méfiant. Tout le monde lui avait déconseillé d'aller faire ce film. Mais vous savez, moi, quand je suis convaincue d'une chose que je veux faire, c'est très rare que je dévie ou que je change d'avis. Et on l'a engagé. Pour pas grand-chose. Nous sommes en juin 1964, dans les studios de Twickenham à Londres. Et le tournage de Répulsion débute. Catherine Deneuve incarne Carole, une jeune femme qui sombre dans la folie. Quand tu as forcé la porte, tu as reculé. Tu t'es mise ici. Et j'attends, quoi. Et tu attends. Ouais. Essaye de faire comme ça. Regarde-le, regarde-le.
Personne n'est chez soi, puisque lui, il n'est pas dans son pays, Deneuve n'est pas dans son pays, ils sont à l'étranger tous les deux. Donc il y a une espèce de connivence qui se crée entre les deux. Nous étions les pièces rapportées, ceux qui arrivaient de l'étranger. On parlait souvent en français entre nous. Et ça nous a beaucoup soudés. C'est pas ça le fou, tu vois. Non, même pas, mais le fou sont pas comme ça. Le fou, c'est des gestes, comment, tout à fait, comment on dit, désordonnés. Désordonnés. C'est quelqu'un qui s'agite beaucoup, il est jamais calme. Voilà, il bouge beaucoup, il s'agite, il regarde, et puis on sent qu'il y a une petite bêtise à faire, il l'a fait. Et tout d'un coup, il fait... Un truc bizarre, oui, un geste, un petit voilà. geste, ouais. Quand tu seras... Sans avoir besoin de... Quand tu seras fatigué, on va se servir de ça. Polanski s'amuse, mais il est très sérieux. Il est très conscient de ce qu'il fait et il est très conscient de ce à quoi il veut aboutir. Go, go. Et sur le plateau, tout le monde découvre alors les talents du jeune réalisateur. Moi, j'étais très jeune et il voulait vraiment me montrer, me dire ce qu'il voulait. Et moi, j'essayais de comprendre ce qu'il voulait et de reproduire au plus près quand même l'idée qui s'était faite de ce personnage. Car moi, je me suis vraiment laissée diriger complètement par Roman. Répulsion est un succès en Grande-Bretagne. Roman Polanski est en train de se faire un nom. Il y a ce moment où Polanski peut se dire je commence à vivre non seulement de mon art, mais que je commence à me sortir du noir le plus profond. Et que ça y est, ma carrière peut débuter et que les malheurs sont derrière moi, finalement. Très rapidement, nous qui étions deux réfugiés juifs polonais, nous avons représenté le cinéma britannique. On était uniques. Tous les deux, on était les rois. Et ces nouveaux rois du cinéma vont alors recevoir la proposition d'une production américaine pour tourner une comédie. Le projet est à présent bien engagé, mais là encore, il reste à finaliser le casting. Polanski cherchait une actrice et puis on lui a parlé d'une Sharon Tate qu'il ne connaissait pas. Il dit Charentaise, qui ça, Sharon Tate? Si son producteur américain suggère le nom de cette jeune actrice, c'est parce qu'elle est déjà sous contrat. Aux yeux du plus grand nombre, c'était pas une actrice, c'était une starlette. C'est la grande beauté typique américaine, la blonde, bien pulpeuse. Mais cette blonde pulpeuse ne convient pas à Roman Polanski. Roman Polanski ne voulait pas de Sharon Tate. Qu'il était intéressé par une autre actrice au départ, par Jill St. John. Le cinéaste connaît bien Jill St. John. Pour lui, elle correspond parfaitement à l'idée qu'il se fait du personnage. Il fallait une rousse pour ce rôle-là, et il se sentait mieux avec elle, justement parce qu'elle avait cet aspect d'une actrice européenne. Alors, pour faire changer d'avis Roman Polanski, la production va organiser une rencontre. C'est le producteur du film qui arrange un dîner entre Sharon Tate et Roman Polanski. Et au cours de ce premier rendez-vous, le charme va opérer entre l'actrice et le réalisateur. Elle m'a appelé à la maison. Nous étions très proches. Elle m'a dit en riant qu'elle avait rencontré un drôle de petit génie, vraiment très drôle. Et qu'avec lui, elle se sentait spéciale. Pour elle, il était très différent de tous les autres. Polanski lui aussi est séduit par la jeune femme. Pourtant, il hésite toujours pour le film. La production impose alors au cinéaste une séance d'essai avec Sharon Tate, mais cette séance ne le convainc toujours pas. Polanski ne veut toujours pas qu'il tourne dans le film. Il pensait qu'elle ne serait pas capable de jouer un rôle comique. Polanski retrouve Sharon Tate dans sa loge. Et c'est alors qu'il va apercevoir un accessoire, une perruque rousse. Et à ce moment-là, il lui essaye la perruque rousse. Et Sharon s'exécute sans comprendre. Et il la voit dans le rôle. Le tournage du bal des vampires peut enfin commencer. Roman Polanski dirige Sharon Tate et joue à ses côtés. Et très vite, leur relation professionnelle va devenir plus intime. Roman était dans un hôtel, Sharon dans un autre, et je me souviens que Roman est venu me voir en me disant « Est-ce que tu pourrais changer Sharon de chambre pour qu'elle se retrouve dans mon hôtel ?» Et j'ai dit « Oh oh, il est en train de se passer quelque chose. » Elle était si heureuse. Ils étaient tellement amoureux.
Ce qui est beau, c'est que c'est une petite romance, quoi. C'est vraiment une pure histoire d'amour. À la suite du tournage, c'est aux États-Unis que le couple décide de vivre son histoire d'amour. On sent bien que Polanski approche d'une certaine manière d'une idée du paradis. Il a une femme qu'il aime, il a la vie qu'il a toujours souhaité avoir, et là il se passe quelque chose d'assez magique. C'est la plus belle époque de sa vie, c'est-à-dire qu'il est fou amoureux de Sharon Tate et il est libre. Il est vraiment totalement libre de ses mouvements et de ses pensées. Le rêve se poursuit alors pour Roman Polanski. L'un des plus grands studios d'Hollywood vient de lui proposer de réaliser un film. Pour le cinéaste, c'est une ascension fulgurante. Il réalise son rêve, effectivement, tourner un film dans les studios de la Paramount. Tourner à Hollywood avec des stars, c'est la promesse que, voilà, que le monde lui appartient. L'Amérique découvre alors un film hors norme, Rosemary's Baby, l'histoire d'une femme violée par le diable. C'est sans doute un des films les plus effrayants de l'histoire du cinéma. Rosemary's Baby a été un choc pour le public américain. Ça a été le premier film à aborder le thème du diable. Il y a certaines petites villes du fin fond des États-Unis qui ne voulaient pas diffuser et projeter le film parce qu'ils trouvaient ça absolument terrible de parler du diable. Ça va traumatiser des générations, quoi. Et là, Polanski a commencé à avoir cette réputation de cinéaste assez déstabilisant. Ça a ancré dans l'imaginaire du public cette idée que c'était quelqu'un de bizarre. Il aimait bien cette petite image, il en a joué, et, il adorait ça. Il a un côté provocateur aussi, Polanski, surtout à cette époque-là. Roman Polanski vient donc de choquer une partie de l'Amérique, celle qui ne comprend toujours pas le vent de liberté qui souffle depuis quelque temps, et dont le cinéaste entend bien profiter lui aussi dans sa vie privée. Dans sa maison en Californie, souvent il y a l'ex de Sharon Tate qui est là, qui est devenu son meilleur ami. Ils se rencontrent entre eux dans des maisons où il y a des soirées un peu folles, comme c'est la tradition à Hollywood. Ils fument de la marijuana sans le cacher. C'est pas que Roman Polanski s'éclate, c'est que tout le monde s'éclate. Et malgré ce mode de vie décalé, Roman Polanski poursuit son histoire d'amour avec Sharon Tate. Le couple s'est marié et la jeune femme vient d'apprendre une bonne nouvelle. Elle est revenue à la maison avec un air malicieux et elle m'a dit « Frangine, je suis enceinte ». Et on s'est pris la main, on a commencé à danser et à sauter en l'air en gloussant. J'étais la première à savoir qu'elle était enceinte. Sharon doit maintenant annoncer la nouvelle à son mari. Elle sait que cette naissance ne fait pas partie des priorités de Roman. Roman n'était pas très enthousiaste. Sharon m'a dit que ça l'avait un peu blessé. En fait, il était inquiet pour la carrière de sa femme qui commençait à décoller. Car depuis quelque temps, les propositions de travail se multiplient pour le couple. Des propositions qui vont bientôt les conduire en Europe pour plusieurs semaines. Alors avant de partir, ils souhaitent régler un dernier détail. Ils allaient partir tous les deux. Il fallait donc qu'ils trouvent vite une maison. Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils reviendraient, ça correspondrait à la naissance du bébé. Et ce 12 janvier 1969, Sharon Tate trouve enfin la maison de ses rêves, à Cielo Drive, sur les hauteurs d'Hollywood. C'était une maison qui ressemblait à un ranch où l'on se sentait bien. Et donc ils l'ont prise. Et le couple aura peu de temps pour profiter de cette nouvelle maison. Roman Polanski et Sharon Tate ont tous les deux des engagements en Europe. Le cinéaste doit s'isoler à Londres pour écrire un nouveau scénario. Son épouse enceinte de plusieurs semaines est de son côté attendue à Rome sur un tournage. La séparation va durer près de 6 mois et au début de l'été vient le temps des retrouvailles. Nous sommes alors en juillet 1969. Sharon Tate et Roman Polanski se sont retrouvés à Londres. Mais la jeune femme est enceinte alors de 7 mois et demi et elle va devoir regagner Los Angeles. Il avait toujours été prévu qu'elle accouche aux États-Unis et lui devait la rejoindre quelques jours plus tard. En raison de sa grossesse, la jeune comédienne ne peut plus prendre l'avion.
C'est donc à bord du Queen Elizabeth II qu'elle regagnera les États-Unis. Nous sommes le 12 juillet 1969. Ils se disent au revoir sur le quai et il a cette impression vraiment bizarre que je ne vais jamais la revoir. Après plusieurs jours de voyage, Sharon Tate retrouve enfin sa sœur à Los Angeles. Quand elle est revenue, je n'arrive même plus à la serrer dans mes bras. Son ventre était vraiment énorme. On a commencé à choisir des couleurs pour la chambre du bébé et à régler quelques détails avant la naissance. Les jours passent et nous sommes le 8 août désormais. Sharon est sur le point d'accoucher et comme tous les soirs, Roman prend de ses nouvelles au téléphone. Il appelle sa femme. Tu es super contente, tout va bien. Enfin bon, évidemment, c'est génial. Voilà, il parle. Elle a acheté tous les livres pour les bébés. Lui, il a hâte de rentrer pour un peu s'occuper d'elle aussi. Et justement, ce soir-là, le réalisateur va décider de regagner les États-Unis pour retrouver sa femme au plus vite. C'était important pour lui de rentrer parce que Sharon allait accoucher. Et elle était nerveuse. Elle voulait qu'il soit avec elle à la maison. Il est 20h quand Sharon Tate raccroche. Elle est rassurée de retrouver son mari dès le lendemain. Apparemment, c'était une nuit tranquille. La jeune comédienne s'apprête alors à passer la soirée dans sa maison de Cielo Drive, en compagnie des amis qu'elle héberge ce soir-là. À 23h, Debra Tate est prise d'une angoisse soudaine. Elle s'inquiète pour sa sœur et veut la joindre au plus vite. Je décroche le combiné et je compose le numéro de Sharon au moins 8 fois. Et ça sonne toujours occupé. Le lendemain matin, Roman Polanski est toujours à Londres. Il n'a pas pu prendre l'avion comme il l'avait prévu. Il y avait un problème de visa ou de passeport. Roman avait un passeport polonais, il n'avait pas de visa. Il était bloqué. En fin de journée, le cinéaste a prévu de sortir avec des amis. Mais à 19h, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est Bill Tennant, son agent américain. Il a du mal à trouver ses mots. Et on lui dit cette phrase, c'est horrible, ils sont tous morts. Il lui dit, ils sont tous morts, quoi, ils sont tous morts. Et donc, on lui explique qu'ils sont tous morts, ils ont tous été tués, Sharon et les autres. J'ai accouru et j'ai découvert cette scène tragique. Il était totalement anéanti. Je me souviens, je l'ai enlacé. Il tapait sa tête contre le mur et il m'a dit « Jean, est-ce que tu crois qu'elle savait combien je l'aimais ?» Il était dans un état critique. On a décidé de partir pour Los Angeles tout de suite. On lui a obtenu un visa d'urgence. Le lendemain matin, à son arrivée à l'aéroport d'Heathrow, Roman Polanski n'est plus que l'ombre de lui-même. On a quand même le sentiment qu'il se dit, c'est pas possible. Tant qu'il ne l'a pas vu, c'est improbable. Pourquoi on les aurait tués ? On lui avait donné de puissants sédatifs. Il était à moitié endormi en permanence parce que la dose était très forte. Les copains l'ont isolé de la réalité parce que la réalité était insupportable. Il était vraiment comme un robot.
Depuis son arrivée à l'aéroport, Roman Polanski est poursuivi par les photographes et les journalistes qui viennent d'apprendre le drame. Là, de l'horreur, je crois que le plus dur qui a commencé pour lui, ça a été tout de suite cette espèce de surmédiatisation. Évidemment, on ne peut pas l'éviter. On le poursuit parce qu'on veut voir. À partir de là, il devient traqué par la presse. Ça va être le lapin pris dans les phares de la voiture, quoi. C'est du délire. C'est-à-dire toute la presse va lui tomber dessus. Il passe tout ce voyage vers les États-Unis dans un état second. On savait qu'il y aurait une foule de journalistes à notre arrivée à Los Angeles. Alors, pour protéger son ami des journalistes, Gene Gutowski va avoir une idée, rédiger une déclaration. On a décidé que c'est moi qui parlerai, qui affronterai les médias et lirai la déclaration. À l'arrivée du vol à Los Angeles, la presse américaine est bel et bien là. Mais pour l'instant, elle attend. On a fait sortir Roman de l'avion par une issue secrète. Et c'est Gene Gutowski qui se présente alors devant les journalistes. Can I go ahead now? Yes. Mr. Polanski is understandably too overcome by grief and shock to speak to the press. You know that this was that they were there during this period. Did he? When was the last time that he spoke to his wife? As I told you in my statement, a few hours before the murder. All right, let's what did they converse? What did they talk about? Pendant ce temps-là, Roman Polanski est conduit dans un lieu tenu secret, les studios de la Paramount à Hollywood. Ils nous ont installés dans une loge parce qu'ils pensaient qu'aller à l'hôtel serait une mauvaise idée. On y a passé quelques nuits ensemble. Il fallait que je lui donne des pilules pour dormir. Roman Polanski n'est toujours pas allé sur le lieu des crimes. Ses amis continuent de l'isoler de la réalité. L'Amérique, elle, découvre les premières images du massacre. Meantime, at the Bel Air home of movie director Roman Polanski, police continued their investigation of the 5 slayings. The telephone wires that had been cut, presumably by the murderer, were restored. Police said the actress's husband had not visited the home and was in seclusion. Le massacre de Sharon Tate et de ses amis a été probablement le meurtre le plus horrible que l'Amérique ait connu depuis des années, et peut-être depuis toujours, en raison de la brutalité avec laquelle ils ont été tués. C'était un vrai bain de sang. And it was his wife, Sharon Tate, who was one of the victims. She too had repeated stab wounds. One of the victims had a third place. C'était inimaginable. Le mot cochon était écrit avec le sang des victimes sur la porte. Un massacre sans précédent qui va traumatiser Hollywood et l'Amérique tout entière. Les gens étaient terrifiés parce que personne ne savait qui avait fait ça. 4 jours après le meurtre, le 13 août, toute la presse est présente aux obsèques de Sharon Tate. Les journalistes espèrent apercevoir enfin celui qui se cache depuis son arrivée aux États-Unis, Roman Polanski. Il faut dire que la presse américaine, surtout une certaine presse de caniveaux, s'est déchaînée. On ne pouvait pas s'expliquer cette tuerie et on cherchait un peu n'importe où. La presse va transformer ce crime de fait divers en scandale sulfureux. À la douleur du drame vient maintenant s'ajouter celle des premières rumeurs. On y parle du mode de vie extravagant du couple. Debra Tate a alors 16 ans et elle ne supporte plus ce que l'on écrit sur sa sœur. Ça a été un cirque médiatique. La presse s'est acharnée sur ma famille. Ils ont fait de Sharon une sorcière. Il racontait que ses amis pratiquaient la sorcellerie, l'échangisme, se droguaient. Et la rumeur ne s'arrête pas là. En ligne de mire, Roman Polanski lui-même,
et son image sulfureuse qui va servir d'explication au drame. On commence à réinterpréter la vie de Roman Polanski d'après ses films. On va commencer à dire, eh bien, vous voyez les films qu'il a fait, il y a seulement un type satanique qui soit capable de faire des films comme ça. Quand on lit la presse de cette époque, il était presque responsable de tout ça. Certains journaux vont même accuser le réalisateur d'être impliqué dans les meurtres de Cielo Drive. Roman était très en colère contre la presse. Et à partir de ce moment-là, sa relation avec les médias a été très difficile. Il n'a plus voulu donner aucune interview. Il avait vraiment l'impression d'avoir été très maltraité. Roman Polanski n'a eu droit au bonheur que durant quelques années. L'assassinat de sa femme, de son fils font bien sûr écho à son enfance. Le réalisateur se retrouve donc à nouveau seul et survivant. À cela, il faut ajouter les rumeurs, la pression des médias. Alors pour défendre la mémoire de sa femme et son honneur, il va falloir qu'il réagisse. Polanski va devoir sortir de son silence et il va donc parler. Nous sommes le 19 août 1969, 10 jours après le drame. Aujourd'hui, le réalisateur a convoqué la presse, ici, dans cet hôtel de Los Angeles. C'est face à 200 journalistes qu'il s'apprête à prendre la parole. Il était vraiment en état de choc. Il était temps qu'il parle, parce que les spéculations allaient très vite et que personne n'avait été arrêté. I read a lot about myself, and never, ever have I answered to any of this. But in this case, it's not my reputation which is in stake, but it's a memory of only person who maybe loved me truly. On s'est tous effondrés et nous nous sommes mis à pleurer en le voyant s'exprimer de manière si éloquente à la presse, tout en essayant de contrôler ses émotions. C'était vraiment incroyable. And facts which will be coming out day after day will make us shame a lot of newsmen who, for a selfish reason, write unbearable for me horrible things about my wife. Il est obligé de dire arrêtez. Il en est là. Arrêtez de cette campagne. Foutez-moi la paix. Even when I was working hard, even if she was working hard, there was always somebody coming in the evening. There was always Sharon. Waiting. I'm sorry, I must stop it for a moment. On voit d'une certaine manière un Roman qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire le vrai, c'est-à-dire un homme qui est bouleversé. Et là, il n'enfouit pas, il est débordé par le désespoir. Il a vraiment pris sur lui pour défendre la mémoire de sa femme et de son enfant. Thank you, gentlemen. Mais la déclaration du cinéaste ne suffit pas à calmer la presse à scandale. Certains titres continuent de le désigner comme le coupable des meurtres. Alors, Roman Polanski va prendre une initiative surprenante. Il demande aux enquêteurs de subir l'épreuve du détecteur de mensonges. La séance est organisée ici en septembre 1969. En voici un extrait. You were taking a lie detector test before? No. You mind if I call you Roman? Sure, My first name is Earl. Where are you living in LA, Roman? My address is in Paramount Studio. I just really want to avoid the press, getting on making. You taking any medication last day or so? Yeah, and after I took a lot of
tranquilize this. Okay, I'm going to ask you some regular questions. Breathe normally when you tell somebody, breathe normally. Are you ready? Have you eaten lunch today? No. Do you know who took the life of Wojtek and the others? No. Do you smoke cigarettes? Yes. Did you ever see anyone with this yellow dress? No. Did you ever see anyone with a knife such as this? No, I definitely didn't see anything. Le résultat est formel. Roman Polanski n'est pas impliqué dans ce massacre. L'enquête officielle, elle, piétine. Le cinéaste, de son côté, n'a plus qu'une idée en tête. Retrouver lui-même le meurtrier de sa femme et de son fils. Roman menait sa propre enquête. Il avait sympathisé avec les policiers. Et pour l'assister, le réalisateur va faire appel à Debra Tate. On a commencé à s'interroger sur tous les amis et tous ceux qui venaient à la maison. Ils suivaient tous les deux les mêmes pistes que la police. Ils soupçonnaient même les amis les plus proches. On fouillait les voitures des gens. Je faisais diversion pendant que Roman inspectait l'intérieur à la recherche de preuves. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour retrouver le monstre qui avait fait ça à sa famille. C'est ce qui l'a aidé à aller mieux et à se reprendre. Roman Polanski et la police continuent leurs recherches. Jusqu'au jour où une jeune femme de 21 ans, Susan Atkins, alors incarcérée, va se vanter d'avoir participé à une tuerie. Elle a décidé de se livrer à sa codétenue, qui a réalisé que ce qu'elle entendait, c'était les détails du meurtre à la une des journaux. Cette codétenue a alors décidé de révéler aux autorités ce que Susan Atkins lui avait confié. La jeune femme avoue alors les faits. C'est bien elle qui a tué Sharon Tate. Les enquêteurs remontent la piste et arrêtent un homme, un certain Charles Manson, le gourou d'une secte. C'est lui qui a commandité les meurtres contre l'ancien locataire de la maison des Polanski. L'affaire est donc désormais close. Le réalisateur décide de quitter les États-Unis et de ne plus jamais y revenir. Pour lui, c'est la fin d'une époque. C'est difficile d'imaginer la suite, c'est difficile d'imaginer qu'on peut se relever après un tel choc. Pourtant, il a une force incroyable pour revivre. Polanski, depuis son enfance et sa très jeune enfance, il est habitué à survivre à tout. Cela fait maintenant plus d'1 an que Roman Polanski a disparu de la scène médiatique. Il va alors faire une apparition remarquée. Nous sommes le 21 août 1970. Ce jour-là, à l'aéroport d'Orly, un avion aux couleurs de Playboy attise la curiosité des photographes. Cet avion, c'est celui d'Hugh Hefner, alors en tournée promotionnelle. On est allé dans plusieurs pays lors de ce séjour. C'est probablement l'un des premiers voyages en Europe que j'ai fait avec le Grand Lapin. Hugh Hefner, c'était un peu le pape de la révolution sexuelle en Amérique. Il était chef de Playboy, mais sa manière de vivre, de s'entourer de femmes, était tout à fait révolutionnaire. Et derrière lui, la présence d'un autre homme intrigue les journalistes. Cet homme, c'est Roman Polanski. Il brouille bien les cartes. Pas si s'expose avec Hugh Hefner, pas si s'expose avec plein de minettes. Ça fait 1 an que sa femme est morte. Et Jean, il fait le genre, le mec, que tout va bien. On voit un homme qui a l'air de s'être très très bien remis de ce qui s'est passé l'année d'avant, qui a de jolies femmes autour de lui. En fait, si Roman Polanski se trouve aux côtés du Hefner, c'est parce que le patron de Playboy est le seul à avoir accepté de produire le réalisateur. Le but principal de Roman Polanski, c'est d'avoir un financement pour ses films. Il lui faut un producteur, il a du mal à en trouver. Parce que quand je dis... il me semble que le rêve américain s'est arrêté avec la tragédie. Ça m'amusait de surprendre.
Personne ne s'attendait à ce que Playboy produise un film. Et Roman Polanski va donc profiter de cette tournée pour faire la promotion de son prochain film. Ça sera tourné entièrement en Angleterre. Les extérieurs dans le pays de Galles. Comment ça s'appelle? De Galles. Et le... Enfin, ça s'appelle Wales. Et... Où c'est le pays de Galles? C'est ici en France. C'est l'Auvergnat, le pays de Galles, non? C'était le Roman que je connaissais. Il était de bonne humeur et de bonne compagnie. Donc il y a un appétit de vie qui fait que s'il ne veut pas périr, il n'a qu'une chose à faire, c'est vivre et travailler. Et comme le cinéma, c'est sa vie et tout ça, il continue de travailler. Il a trouvé la consolation dans le travail. Je ne pense pas qu'il faisait ce film pour l'argent. C'est simplement quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Pour lui, c'était une manière de guérir et de continuer à vivre. Grâce à ce producteur inattendu, Roman Polanski vient de retrouver le chemin des plateaux de cinéma. Un chemin qui va le conduire une nouvelle fois à Hollywood. En 1974, le succès public et critique de son film Chinatown le réconcilie avec les États-Unis. Il est dès lors un artiste connu et reconnu, on le sollicite beaucoup, et un jour c'est le magazine de mode Vogue Homme qui lui propose de devenir photographe le temps d'une séance. Il accepte. Et c'est Roman Polanski qui va choisir le thème du reportage. Ce qu'il veut, c'est photographier des jeunes filles à travers le monde et les montrer telles qu'il les imagine alors, sexy et effrontées. C'est l'époque des photos de jeunes filles, un peu coquines, un peu tentatrices. Roman Polanski était très enthousiaste dès le départ et toute la rédaction attendait donc avec une certaine curiosité et qu'est-ce qu'il allait faire. Le réalisateur doit maintenant trouver des modèles. Et un de ses amis lui parle d'une certaine Samantha Gailey. C'était une jeune fille dont la mère voulait manifestement qu'elle soit mannequin. En février 1977, Roman Polanski rencontre Samantha chez sa mère à Los Angeles. Il l'a vue et il l'a trouvée magnifique et photogénique. Et c'est vrai qu'elle était magnifique. Le cinéaste prend quelques clichés de la jeune fille. Satisfait, il lui propose une deuxième séance. Nous sommes le 10 mars 1977. Roman Polanski emmène Samantha dans la maison de son ami, Jack Nicholson. Le lendemain de la séance photo, le réalisateur s'apprête à sortir avec des amis. Mais juste avant de quitter son hôtel, un homme l'interpelle dans le hall. Il s'ensuit une interpellation de Roman Polanski. Roman Polanski est en fait en état d'arrestation, suite à une plainte pour viol déposée par la mère de Samantha Gailey. Sa chambre est alors perquisitionnée. Les policiers y saisissent son matériel photo et les pilules d'un sédatif utilisé comme drogue. Je pense que l'affaire va s'arrêter très vite, que c'est juste pour l'embêter parce qu'il est quelqu'un de connu. Mais l'affaire est à présent entre les mains de la justice. Moins de 15 jours après son arrestation, Roman Polanski est convoqué au tribunal de Los Angeles. Et à son arrivée, il semble plutôt confiant. Il y a toujours cet air souriant, mais qui est un masque. C'est une façon de voir la scène, de sortir de lui, de prendre des distances par rapport à ça. Il voit le côté comique de la situation. Pourtant aujourd'hui, Samantha Gailey va être interrogée par la cour. Elle va livrer sa propre version de la séance photo, durant laquelle Roman Polanski aurait abusé d'elle. Les détails qu'elle révèle sont accablants pour le cinéaste. Samantha Gailey, quel âge avez-vous? 13 ans. Comment avez-vous pris le sédatif? Je l'ai pris avec une gorgée de champagne. Après avoir pris ces photos, que s'est-il passé? Il m'a montré le jacuzzi de Jack Nicholson. Il la prend en photo dans le jacuzzi et puis après, il l'emmène dans la chambre. Ils ont bu un peu de champagne. Et lui va craquer, va l'embrasser. Elle après dit qu'elle lui a dit non. Et j'ai dit, non, je ne veux pas. Il faut que j'y aille.
Il s'est penché pour m'embrasser. Et puis, il l'embrasse et ils ont une relation. À sa sortie du tribunal, Roman Polanski est officiellement inculpé pour viol et 5 autres chefs d'accusation. Alors devant les caméras, il se défend. I know it's a very large piece of news for all of you. It's a lot of sensational stuff, but try to go beyond and understand my position. It's not the best type of publicity, not something I desire. I have not much to tell you, except that I'm innocent. Thank you. Roman Polanski fait bonne figure, mais en coulisses, il est moins rassuré. Il sait qu'il va devoir maintenant affronter un juge redouté à Hollywood, le juge Rittenbaum. Ce juge n'était pas comme les autres. Il était connu comme le juge d'Hollywood, il avait à son actif plusieurs cas de célébrité et il adorait ça. Il adorait travailler sur les grands procès médiatiques. Et le procès Polanski promet d'être médiatique, sauf qu'il n'aura pas lieu. Car pour protéger son anonymat, la jeune fille ne veut plus témoigner. Les deux parties négocient alors un accord. Les charges retenues contre Polanski s'en trouvent allégées. Sur ces 6 chefs d'accusation, 5 vont tomber, dont l'accusation de viol. Il accepte de plaider coupable sur un des faits indéniables, puisqu'elle n'avait pas tout à fait 14 ans. Il a eu des relations sexuelles avec une mineure. Relations sexuelles avec une mineure, Roman Polanski sait qu'avec ce chef d'accusation, il ne risque plus la prison. Mais le juge Rittenbaum, lui, ne l'entend pas ainsi. Le juge voulait que, même si la sanction ne serait pas la prison, il voulait qu'il fasse un peu de prison tout de même. Il a donc décidé d'envoyer Polanski faire une expertise psychiatrique. Pour subir cette expertise, Roman Polanski doit être incarcéré pendant 3 mois. Et le scénario imaginé par le juge se met en place. Ce 17 décembre 1977, l'Amérique découvre en direct à la télévision les images du réalisateur quelques minutes avant son incarcération. Mr. Polanski, do you have any statement regarding this 90-day psychiatric suspension that you're covering right now? No statement whatsoever. What are your immediate thoughts right now? Any thoughts that you have at all? Il sait très bien qu'en tant que personnalité connue, il peut lui arriver bien des malheurs dans cette prison de Chino. Certains prisonniers se disaient que s'ils arrivaient à poignarder Roman, ils gagneraient du galon. Mais le cinéaste est prêt à supporter ces conditions de détention difficiles. Car le juge a promis à ses avocats qu'il ne retournerait pas en prison à l'issue de ses tests. Il vient, croit-il, payer sa dette envers la société. Pendant son incarcération, il se faisait examiner par des psychiatres qui devaient déterminer s'il représentait un danger ou s'il était un délinquant sexuel. 1 mois et demi seulement après son entrée en prison, les experts psychiatriques vont rendre leur rapport. Les psychiatres ont dit qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour leur étude et donc qu'ils allaient le libérer. Mais cette sortie prématurée de Roman Polanski va choquer l'opinion. La pression se retourne directement contre le juge Rittenbaum. Celui-ci va alors changer de stratégie. Les avocats de Polanski apprennent que la probabilité qu'il prononce une peine de prison est très grande. Ce qui est certain, c'est que Roman n'a plus aucune confiance dans le juge Rittenbaum. À la suite de ce retournement, le cinéaste s'interroge. Comment doit-il réagir face à cette nouvelle menace que le juge fait peser sur lui? Roman Polanski sait maintenant qu'il risque jusqu'à 50 ans de prison. Nous sommes près d'1 an après le début de l'affaire et aujourd'hui, 1er février 1978, le juge Rittenbaum va prononcer la sentence définitive. Tout le monde s'interroge alors sur sa décision. Au tribunal de Santa Monica, ce jour-là, les journalistes sont plus nombreux que jamais. Ils n'attendent qu'un homme, l'accusé, Roman Polanski. Personne ne pouvait s'attendre à cela. Il s'était présenté à chaque fois devant le tribunal. Mais les minutes passent et Roman Polanski n'a toujours pas fait son apparition.
Alors la presse demande des explications à son avocat. Only to say what I said in court, that he did call me this morning at my home, and he told me he would not be here. Roman Polanski ne s'est donc pas présenté à l'audience pour connaître le verdict. Et à cette heure, il est déjà bien loin des États-Unis. Et donc il a choisi la liberté, il a choisi de fuir. Le cinéaste Roman Polanski est en cavale. Il a quitté hier les États-Unis où il est passible d'une peine de 50 ans de prison maximum pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans. Il a aussitôt quitté les États-Unis avant de connaître sa condamnation. Aujourd'hui, Polanski est à Londres. Un mandat d'arrêt a été remis par la justice californienne. Le réalisateur a donc déjoué la vigilance des autorités américaines en prenant le premier aller simple pour Londres. Une fois arrivé là-bas, il appelle son ami Gene Gutowski. On savait que Londres n'était pas un endroit sûr pour lui, parce que la Grande-Bretagne l'aurait immédiatement extradé vers les États-Unis. À Londres, il aurait pu être arrêté, mis dans un avion de force et renvoyé aux États-Unis. On lui a dit « Pars d'ici, prends le premier avion pour Paris. Ne reste pas à Londres. » Et Roman Polanski suit le conseil de son ami. Il trouve refuge dans son appartement parisien. À son arrivée, il fait venir chez lui son avocat, Georges Kejman, car il a tout simplement une question à lui poser. Il me demande, quand il arrive à Paris, quelle est ma situation en France. Et je la lui explique très vite. Tu es français, les Français ne t'extraderont pas, ils peuvent envisager de te juger ici pour des faits accomplis à l'étranger, mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent. À Paris, Roman Polanski se sent en sécurité, mais sa tranquillité va être de courte durée. Roman voit de ses fenêtres qu'une meute de journalistes, les uns paparazzi, les autres photographes plus traditionnels, essayent de prendre des photos de lui. Avec la vie qu'il a, bien sûr, ça fait partie des personnages maniables. Parmi les photographes, Francis Apestegui va tenter d'obtenir le premier cliché de l'homme en cavale. J'ai été me planquer dans les étages et en face de chez lui, les volets étaient fermés et ça a duré plusieurs jours. C'est carrément un siège au sens littéral, parce qu'il y a des échafaudages en face de lui, il campe là-dessus pour attraper des photos. L'idéal, c'était de le coincer avec une fille. Ça, c'était la demande de tous les magazines. Roman Polanski décide de se terrer dans son appartement, mais cet enfermement lui devient très vite insupportable. C'est un fugitif, c'est un homme traqué. Il ne peut pas sortir de chez lui, il est encore enfermé. Ça a fait remonter toute cette espèce de vie, de fuite, de l'enfance. À l'intérieur, il devait sûrement avoir très mal, mais à ses plus proches, il ne se plaint jamais. Cependant, il souhaite bel et bien échapper à cette traque. Alors le cinéaste va avoir une idée. Il m'a appelé parce qu'en fait, il avait trouvé un stratagème fantastique pour pouvoir vivre, parce qu'il ne pouvait plus vivre. En fait, il montait dans le coffre de ma voiture, où j'avais mis dans le coffre des oreillers. Et le stratagème va fonctionner. La voiture quitte le domicile sans éveiller les soupçons des paparazzi. À quelques rues de là, Roman Polanski reprend le volant. Et là, j'attends. Et le temps passe, et toujours pas de Polanski. Tant mieux pour lui et tant pis pour moi, hein. C'est le jeu, de toute façon. Hein. Dans ce jeu qui l'oppose au photographe, Roman Polanski va garder la main. Le meilleur moyen pour lui, c'était de se montrer. Donc j'ai dit, ben voilà, vous voulez ma photo, la voilà. Avec l'aide d'une amie photographe, le réalisateur organise une séance dans laquelle il se met en scène. Le 17 février 1978, les clichés paraissent dans la presse et tout le monde découvre alors le visage de l'homme traqué. On voit Roman dans les rues de Paris, avec sa barbe. On a vraiment l'impression qu'il est sans le sou dans les rues de Paris.
À partir de ce moment-là, ils ne représentent plus d'intérêt pour nous. Ça se dégonfle. Ils s'en vont, puisque c'est plus intéressant. Roman Polanski a donc retrouvé sa liberté. Mais une liberté qui a un prix et des limites. Car pour les États-Unis, il reste un homme recherché. Il est comme en cage, mais enfin une cage immense, mais il est comme en cage. Là, pour le coup, il est obligé de se cogner contre les frontières. Il ne peut pas dépasser certaines limites, quoi. Des limites, des contraintes. Malgré tout cela, Roman Polanski va reconstruire sa vie, en commençant par le cinéma. Il continue son cinéma comme s'il était aux États-Unis, donc en faisant venir des talents américains, des talents du monde entier pour travailler sur ses films. Et c'est donc en France que Roman Polanski retrouve un nouvel équilibre professionnel et familial. Il tourne des films, va tomber amoureux et devenir père. À cette époque, même si le dossier judiciaire reste ouvert aux États-Unis, l'affaire de Meurs semble presque oubliée pour le cinéaste. 18 ans après les faits, la victime lui a même pardonné publiquement. Alors, à 66 ans, pour la première fois de sa vie, il se sent prêt à regarder son passé en face et à le mettre en scène. Et c'est un livre qui va lui en donner l'occasion. Car depuis quelque temps, Roman Polanski est tenté par des souvenirs lointains et douloureux. Ceux de son enfance passée au sein du ghetto juif de Cracovie pendant la guerre. C'est un sujet qui le démange. Il a envie d'en parler. Cette espèce d'envie de transmettre à la fois à ses enfants, mais aussi à toute l'humanité. Il m'a dit, c'est clair que j'ai pas envie de faire un film sur moi. Hors de question qu'il écrive sa propre histoire. C'est pas possible. Il ne pourrait jamais le faire. Trop pudique pour raconter sa propre histoire, le cinéaste a repéré un livre qui fait écho à son passé. Le récit d'un pianiste polonais traqué par les Allemands et qui doit sa survie à sa passion pour la musique. Il a adoré ce livre de Spielmann qui était magnifique. C'est le coup de foudre. Il a trouvé son sujet. Et il se lance immédiatement. Roman Polanski décide alors de retourner en Pologne pour y tourner Le pianiste. Et bientôt, le tournage peut débuter. Dans sa mise en scène, beaucoup d'éléments viennent de sa propre expérience. Je me souviens de cette scène où une vieille femme qui court est abattue dans le dos. Et elle tombe d'une manière particulière, sur ses genoux, et puis son visage touche le sol. C'est exactement ce qu'a vu Roman, une femme se faisant abattre. La figuration, et tout le monde pleurait pendant les scènes, quoi. C'était incroyable. Il revivait complètement cette époque-là. C'était plus du cinéma, c'était du théâtre vivant. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Son premier producteur, Gene, avait sur le plateau la larme à l'œil parce que l'émotion était extrêmement forte. N'oubliez pas que j'ai perdu toute ma famille. Je suis le seul survivant. L'émotion submerge l'équipe sur le tournage. À l'exception d'un homme dont le visage reste concentré et impassible. C'est quelqu'un qui retient énormément son émotion, puisque dans les films, vous voyez, il n'aime pas quand il y a de l'émotion, quand il y a du pathos, quand il y a des larmes. C'est quelqu'un, donc, il est raccord lumière par rapport à sa vérité et à son cinéma, et à ce qu'il est. Les larmes, ça soulage. Les larmes, ça veut dire qu'on est libre. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et l'émotion dégagée sur le tournage du pianiste va être partagée par le public et la critique. En 2002, le film obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes. Arrivent alors les nominations aux Oscars. Le film fait partie de la compétition et certains vont alors s'en inquiéter. Les concurrents de Polanski se disent on est peut-être en danger. Il faut savoir qu'ici, les Oscars, c'est une vraie campagne politique. Une campagne durant laquelle ses concurrents vont utiliser un argument, son affaire de mœurs jusqu'alors oubliée de tous. Attention, il a violé une petite fille, il a fui les États-Unis, il a fait ça, il a fait ça. Roman Polanski va recevoir un soutien inattendu, celui de cette femme. Il s'agit de Samantha Gailey, sa victime. Elle vient de demander à l'Académie des Oscars de ne pas juger l'homme, mais le cinéaste. Les gens disent oui, d'accord, elle pardonne, mais il a quand même fait ça quand elle était toute jeune et quand elle avait 13 ans.
l'heure du verdict des Oscars approche. Le cinéaste ne peut toujours pas se rendre aux États-Unis. Alors, c'est dans ce palace parisien, aux côtés de son épouse Emmanuelle Seigner, qu'il décide de suivre la cérémonie en direct de Los Angeles. And the Oscar goes to Roman Polanski. Hollywood vient donc de lui décerner la récompense suprême. Tout le monde se demande si les États-Unis ne seraient pas prêts à oublier l'affaire. Je me suis dit, peut-être c'est une occasion. Trouve le moyen, vas-y, fais un deal avec eux, vas-y. Il me répond pas. Il me répond pas. Je pense qu'il était dans la réflexion. Mais il a choisi de ne pas y aller. Moi, je suis persuadé que sans les Oscars en 2003, Polanski serait tranquille aujourd'hui. 6 ans plus tard, le 26 septembre 2009, Roman Polanski s'apprête à atterrir à Zurich, en Suisse, où il est attendu. Il vient recevoir un prix pour l'ensemble de son œuvre. C'est le Festival international du film qui l'accueille. Et comme prévu, les organisateurs sont venus chercher le réalisateur à son arrivée à l'aéroport. On voulait l'accueillir chaleureusement ici, à Zurich. À 20h20, l'avion qui transporte Roman Polanski se pose sur le tarmac. Au bout d'un moment, comme il ne sortait pas, on a commencé à s'inquiéter. On s'est demandé s'il n'avait pas raté son avion. Et c'est alors qu'une représentante de l'aéroport vient à leur rencontre. Elle était nerveuse. Elle n'arrêtait pas de répéter « La police, la police, la police ». Moi j'ai dit « Comment ça, la police? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a eu des problèmes à la douane ?» Monsieur Polanski a été arrêté. J'ai pensé, comment ça? C'est une blague, vous plaisantez? On ne se serait jamais douté qu'il ressortirait cette histoire vieille de 30 ans. Et pourtant, c'est bien l'affaire Samantha Gailey qui vient de rattraper le cinéaste avec l'application du mandat d'arrêt américain. Notre office a appris par différentes sources que M. Roman Polanski allait se rendre en Suisse. Les autorités américaines nous ont confirmé immédiatement que ce mandat d'arrêt est toujours encore valable. Roman Polanski interpellé en Suisse. Le cinéaste est en garde à vue depuis hier. C'est une affaire de relations sexuelles avec une jeune fille mineure datant des années 70 qui le rattrape aujourd'hui. On ne pensait pas que la Suisse pouvait avoir ce même accord, puisqu'il avait son chalet à Gstaad et qu'il y allait assez souvent. La question est maintenant de savoir si la justice suisse va extrader le réalisateur vers les États-Unis. En attendant, Roman Polanski est placé en détention provisoire. La chose pour laquelle il se fait le plus de soucis, c'est la manière dont ses deux enfants, et en particulier sa fille Morgane, peuvent le vivre. Il se retrouve là enfermé et il doit se dire « mais j'ai 76 ans, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Et la réponse, elle est dure. Une détention qui intervient alors que Roman Polanski est en plein montage de son dernier film. Exceptionnellement, les autorités suisses vont autoriser ses collaborateurs à travailler avec lui, en prison. Moi, je le vois arriver derrière une porte de prison, mais avec son jean, son petit blouson. Et moi, vraiment, dans ma tête, je cherchais la caméra. Je me suis dit, il tourne. C'est pas croyable, il est en train de tourner un film. J'ai été surpris, comme d'habitude, par son énergie, son humour et sa façon de prendre les choses. Il parle tout de suite du film, de comment on va s'organiser pour terminer le film. Il sait que, bon, il est au début d'un combat, et son combat, il va l'affronter, et il va le mener jusqu'au bout. Et pendant 3 jours, Roman Polanski donne les dernières instructions à son monteur dans sa cellule. J'ai travaillé avec lui comme si on était dans une salle de montage normale, on oubliait tout, c'était incroyable. Il plaisantait avec le directeur de la prison et un jour il lui a dit « mais vous n'auriez pas une chambre pour mon copain parce que rentrer à l'hôtel tous les soirs, ça fait loin pour lui. » Enfin, voilà, il ne veut pas se laisser abattre, ça c'est clair, quoi. C'est vraiment une force de la nature.
Quand je l'ai quitté le 3e soir, c'était dur, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer et j'avais peur, quoi. Je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont le laisser sortir? Ce n'est que 2 mois après son incarcération que les avocats de Roman Polanski finissent par obtenir sa libération conditionnelle contre une caution exceptionnelle de 3 millions d'euros. La presse l'attend désormais devant son chalet de Gstaad, où il va être assigné à résidence pour une durée indéterminée. Et il y a cette espèce de campement qui se met en place. Il y a des dizaines de représentants des médias du monde entier qui sont là. Nous sommes le 4 décembre 2009. En début d'après-midi, 2 berlines noires s'approchent du chalet du cinéaste. On ne sait même pas s'il est dedans parce qu'on ne voit rien, c'est des vitres teintées. Et finalement, quelques heures après, quand les photographes regardent un petit peu ce qu'ils ont dans l'appareil, qu'ils s'aperçoivent que parmi les photos qu'ils ont faites, avec les flashs, on distingue le visage de Polanski dans une des voitures. Une fois dans son chalet, Roman Polanski va revivre une scène qu'il vient de tourner pour son dernier film, celle d'un homme traqué par les médias. Le jour où il est arrivé, il y avait un hélicoptère au-dessus de chez lui, il m'a envoyé une photo en SMS. J'étais justement en train de régler des effets spéciaux d'hélicoptère dans la salle des trucages et c'était une coïncidence incroyable. Là aussi, la fiction est dépassée par la réalité. Les caméras n'attendent à présent plus qu'une image, celle de cet homme qui ne peut plus sortir de chez lui. Il m'a dit, je me sens comme le pianiste. Et puis Larry au téléphone, il m'a dit, bon, le ravitaillement est quand même meilleur. Mais c'est vrai que l'isolement est quelque chose qui est un thème qui a habité son œuvre. C'est très curieux, la traque, l'isolement. Donc c'est quelque chose qui est en lui, sans aucun doute. Roman qui soupire en disant ben, qu'est-ce que tu veux, c'est mon sort, comme ça, c'est ma vie. Oh, ça veut dire que ça va vraiment très très mal. Ça va vraiment très très mal. C'est la porte fermée qui pèse lourd. Mais bon, il en a vu d'autres, hein. Le temps passe et chacun s'interroge sur l'avenir de Roman Polanski. Jusqu'à ce coup de théâtre. Roman Polanski libre, la Suisse a décidé de ne pas extrader le cinéaste vers les États-Unis. Après 7 mois d'assignation à résidence, la Suisse, contre toute attente, refuse d'extrader le réalisateur vers les États-Unis. Roman Polanski retrouve la liberté. La liberté, enfin presque, car aux yeux de la justice américaine, il est toujours aujourd'hui un fugitif. Voilà pour le destin fascinant et tourmenté de Roman Polanski, une histoire et un scénario inachevés dont il lui reste à écrire ou à subir le dernier chapitre. Merci à vous et à très bientôt.